Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans News Romance, l'émission 100% New Romance. Bonjour et bienvenue dans News Romance, l'émission 100% NR. On est ravis de vous retrouver dans ce 4e épisode. En plus, comme vous avez pu le voir, certaines auteurs ont traîné dans les parages, donc restez avec nous jusqu'à la fin. Et j'en profite également pour vous présenter un nouveau venu, Jarod. Il est beau, hein? Par contre, il faudrait qu'on ferme les portes, parce que les auteurs, elles viennent tout le temps dans le studio. Elles n'arrêtent pas de s'immiscer, c'est insupportable. Ça, faut arrêter. On ferme la porte la prochaine fois. On va acheter des cadenas. Au niveau des sorties, le mois de mai commence très très fort. Gigi, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? En effet, c'était la sortie de Hadès et Perséphone, A Touch of Darkness de Scarlett Sinclair. Il s'agit d'une réécriture moderne du mythe de Hadès et Perséphone. L'histoire prend place à Nouvelle-Athènes, où Perséphone, déesse du printemps, n'arrive pas à faire pousser des fleurs. Elle est journaliste et elle mène une enquête sur Hadès, le roi des enfers. Et je peux vous dire que la lecture va être très chaude. Et il me semble que ce mois-ci, ce n'était pas la seule sortie emblématique du catalogue Hugo New Romance. Effectivement, depuis quelques jours, vous pouvez retrouver After d'Anna Todd enfin en roman graphique. Et si comme moi, vous êtes très fan de cet univers, vous savez bien qu'on n'en a jamais assez. Et si je ne m'abuse, d'autres livres sont sortis le 12 mai, Gigi, non ? En effet, c'est la suite de la série Compass, Lueur de l'Est de Brittany Séchéry qui est sortie le 12 mai. Alors il faut savoir que les 4 tomes peuvent se lire indépendamment, ce qui fait que vous pouvez commencer dès maintenant. Et il me semble que le 12 mai, la collection Hugo Poche s'est agrandie d'autres titres. Et oui, vous pouvez retrouver l'affaire de Léane Cohen de Julie Rivard. L'inspecteur Henrique revient pour une nouvelle enquête en plein cœur de Montréal. Et du côté des auteurs français, Gigi ? On embarque direct pour la Thaïlande avec Kristen Rivers et Mens-moi jusqu'au bout du monde. Qui n'a jamais rêvé d'avoir une sœur jumelle pour tromper son entourage ? Mais carrément, on pourrait s'échanger les fringues. On pourrait se faire passer l'une pour l'autre. On pourrait passer les examens pour l'autre. Mais aussi, on pourrait tomber amoureuse du fiancé de l'autre. Non, pas du tout. Et il me semble qu'une nouvelle auteure française a rejoint la French Team dans la collection Hugo Poche. Et oui, Émilie May vous donne rendez-vous en librairie pour son premier roman, Le Défi, que vous avez sûrement connu chez Fixia. Dans ce roman, Parker se lance un défi, 90 jours d'abstinence. Mais avec Angie dans ses pattes, le combat risque d'être assez rude. Et pour les sorties à venir, Gigi, qu'est-ce qu'on retrouve ? C'est le grand retour des Is It Love, le jeu emblématique adapté en roman de Claire Zamora. Retour à la Carter Corp avec Livestone qui nous offre une version romancée de Jake, le garde du corps, gentleman et homme d'action. Et dans la collection poche, Daryl, le frère jumeau Ortega, ténébreux et sexy. Ils prennent les CV chez Carter Corp ? J'aimerais bien. On va leur envoyer. Mais le 19 mai est aussi une journée très attendue par nos lecteurs, Célia. Et oui, vous pouvez enfin retrouver le nouveau roman de C.S. Quill, Fan Squad, après le succès, le phénomène qu'a été Campus Driver. Si vous avez aimé l'humour et l'action, vous allez alors adorer Fan Squad. Hoxton et Elvis valent vraiment le détour. Mais qui de mieux pour vous le présenter que C.S. Quill ? Alors regardez cette vidéo jusqu'au bout. Et Gigi, je crois que le 19, il y a une de mes autrices préférées qui sort un nouveau roman. Tout à fait Célia, le 19 c'est le grand retour de Mia Sheridan avec le roman Travis qui se situe dans la ville de Pellion où on connaissait déjà Archer dans Archer Voice. Travis était le cousin insupportable qu'on détestait, mais dans ce roman-là, je vous jure, on tombe forcément amoureuse de lui. Et dans la collection Hugo Poche, on retrouvera le collectionneur de vœux. Et en parlant d'auteurs emblématiques, retrouvez enfin chez Hugo Poche Love Game d'Emma Chase et vous succomberez forcément pour Kate et Drew. Du côté de New Way, le 12 mai, c'était la sortie de Ground de Tiffany D. Jackson, une histoire bouleversante qui a pour thème le monde de la musique et tout l'envers du décor qui est carrément sordide. Dans ce roman, vous allez voir comment Enchanted va se faire manipuler par un manager peu scrupuleux et malheureusement qui fait écho à des affaires actuelles comme celle de R. Kelly ou celle de Whitney Houston. Donc c'est un livre vraiment chargé d'émotions avec des sujets très durs. On y aborde le racisme, on y aborde aussi les questions de féminisme et de consentement. Donc si vous voulez une lecture qui va vous bouleverser ce mois de mai, je vous conseille Ground. Et on termine les sorties du mois avec Hugo Poche classique où vous pouvez retrouver le roman de Tristan et Iseult et les 1001 nuits. La couverture avec James Franco. Elle est à moi. Ok, alors je peux prendre celle des 1001 nuits parce que j'adore sa couverture. Coucou, James.
Comme vous avez pu le voir, la mythologie prend de plus en plus de place dans la romance et on voulait discuter un peu avec vous de ce phénomène. Si vous connaissez un peu le catalogue Hugo, vous savez certainement que déjà en 2019, nous avions parlé de mythologie nordique grâce au Marchand de sable de Gaïa Alexia, mais aussi de la mythologie grecque, donc c'était je crois l'année dernière avec les Styx Riders de Callisto Caldin, et aussi God of Love de Eugénie Dillens. En début d'année, il y a eu l'or Olympus dans la collection Hugo BD, et au mois de mai, on arrive avec Hadès et Perséphone, A Touch of Darkness de Scarlett Sinclair. Ça fait beaucoup de réécritures qui ont pour thème la mythologie. Et en même temps, Hadès et Perséphone, c'est vraiment les héros parfaits de romance. On a tous envie de leur ressembler. D'ailleurs, si vous êtes bien abonné à nos réseaux sociaux, vous savez que nous avons créé notre premier filtre Hadès et Perséphone et vous pouvez ressembler vous-même à l'héroïne. Alors envoyez-nous toutes vos plus belles photos. Et tu l'as essayé toi ? Bah oui, bien sûr. C'est bien. Mais à ton avis, Gigi, pourquoi Hadès et Perséphone sont autant des héros emblématiques de la romance ? Est-ce que finalement, le mythe d'Hadès et Perséphone, ce serait pas la toute première new romance de l'histoire ? Je sais, je vais peut-être un peu loin, mais si on prend un petit peu le mythe de base, qu'est-ce qu'on a ? On a tout d'abord Corée, donc avant d'être Perséphone, elle s'appelle Corée. C'est la fille de la déesse Déméter, la déesse des moissons, et elle est censée, elle, représenter le printemps. Sauf que, en fonction de la version du mythe, Corée décide soit d'aller par curiosité en enfer, soit elle se fait carrément kidnapper par Hadès. Dans tous les cas, Corée est enfermée dans les enfers, qu'elle soit consentante ou non, mais à la fin, elle termine toujours reine des enfers. Ce qui veut dire qu'une fois en prison, une fois dans le palais, elle est tombée quand même amoureuse d'Hadès. Donc, est-ce qu'on serait pas sur la toute première Enemies to Lovers ? Je crois bien. Du slow burn ? Oui. Du moins, Enemy to Lovers, c'est sûr. Enemy to Lovers. Et en plus, ce qui se passe, c'est qu'une fois qu'elle est mariée, elle devient Perséphone. Donc Corée, qui était une jeune fille innocente, qui était la déesse du printemps, devient la reine des enfers. Donc elle est devenue une femme, puisqu'elle est tombée amoureuse d'Hadès. Et c'est pour ça, d'ailleurs, et vous le verrez dans la version de Scarlett Sinclair, c'est très 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 chaud entre Hadès et Perséphone. Ce qui est super intéressant aussi dans ces réécritures de mythes, c'est de voir à quel point ils arrivent à actualiser, à moderniser justement la romance d'Hadès et Perséphone. Bah, tout à fait, parce que dans le Hadès et Perséphone, A Touch of Darkness de Scarlett Sinclair, vous allez voir que l'histoire prend place dans Nouvelle-Athènes, donc en fait c'est notre époque actuelle. Les dieux, les déesses et les mortels vivent en parfaite harmonie. Alors par exemple toi, en tant qu'attaché presse, finalement tu serais l'oracle d'un dieu ou d'une déesse, tu vois. Et en fait, tout est mélangé et ça marche super bien puisqu'on est dans une époque avec nos codes qu'on retrouve. En même temps, on a les mythes avec la magie, les dieux et leurs légendes. Et au milieu de tout ça, nous avons Perséphone qui est la fille d'une déesse, mais qui n'arrive pas à utiliser son pouvoir. Donc c'est une simple jeune fille ambitieuse, curieuse, courageuse, qui fait des études de journalisme et qui mène une enquête sur Hadès. Parce qu'Hadès, c'est le roi des enfers. Il a un club qui s'appelle le Nevernight et les mortels vendent leur âme à Hadès. Et elle veut comprendre pourquoi il y a un chantage entre le roi des enfers et les mortels. Pourquoi les gens sont prêts à se damner pour jouer contre lui. Perséphone va se retrouver liée à Hadès par un de ces fameux chantages, et on se retrouve avec une héroïne qui n'hésite pas à braver tous les interdits, qui va séduire Hadès, et elle va assumer qu'elle séduit Hadès, et donc finalement elle se transforme petit à petit en femme, alors que c'était une jeune fille, une jeune étudiante. Elle va prendre son courage à deux mains, elle va mener plusieurs quêtes assez incroyables à travers tout le livre. On va rencontrer plein de personnages, les dieux, les monstres, les créatures s'entremêlent dans tout ce récit, et finalement on arrive dans une fresque contemporaine d'un mythe qui pourtant date d'il y a plusieurs siècles. Est-ce que c'est pas incroyable de pouvoir retrouver des mythes si anciens, encore aujourd'hui, en 2022, dans nos romances ? Si, carrément. Mais où est-ce qu'on peut booker un billet pour la Nouvelle-Athènes ? On vient de parler de mythologie, mais il y a 3 jours, c'était une date très importante aussi pour Hugo, puisque c'était la sortie du roman graphique After. Et oui, Hugo BD continue de se développer après la sortie de l'or Olympus. Vous pourrez désormais retrouver After d'Anatode en roman graphique. Il s'agit d'une création originale qui vient de chez nous et qui est une sortie mondiale. C'est tout simplement génial de pouvoir retrouver cette histoire qui finalement nous a suivis depuis des années. Puisque moi j'étais adolescente quand j'ai lu After, et maintenant je peux encore retrouver cette histoire que j'ai tant aimée entre Ardyn et Tessa, mais sur un nouveau support. Et oui, et en plus Anna a beaucoup travaillé avec les coloristes et les illustrateurs pour que vraiment son univers soit respecté et que ses personnages soient vraiment le plus vraisemblables possible. Et Ardyn et Tessa sont vraiment très très bien réussis. J'avoue que Ardyn, il est pas mal. C'est exactement la représentation qu'on en a. Et je trouve, moi, ma scène préférée par exemple dans ce roman, c'est la scène du lac en fait.
Parce que déjà, dans le livre, elle était juste incroyable, faut le dire. Puis, dans le film, on la retrouve, et c'était aussi la couverture de nos livres, et c'était en plus de le revoir sur le dessin, ça donne encore quelque chose un peu de nostalgique, et en même temps, c'est frais. Il y a les deux. Finalement, After reste intemporel, comme les mythes. Et je pense qu'il le sera très très longtemps. Et enfin, nous voulions vous parler du concours d'écriture lancé par Fixia, en partenariat avec la collection Stardust et le livre de poche, qui commencera le 24 mai. Après avoir été plus de 600 à concourir au prix mythique de la plus belle histoire d'amour, vous pourrez désormais concourir au prix de l'imaginaire. Un seul mot d'ordre, faites-nous rêver. Que ce soit de la fantaisie, du fantastique, du paranormal, on veut pouvoir s'évader, on veut vivre des histoires d'amour incroyables dans des univers magnifiques. Amusez-vous et surtout, faites-nous rêver. À vos claviers. Bonjour, c'est Squill et bienvenue dans News Romance. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour Célia. Enchantée de te Moi revoir. aussi, enchantée. Ravie. Tu es avec nous aujourd'hui pour parler de ton nouveau roman, Fan Squad, qui sortira le 19 mai. Mais avant ça, on va parler un petit peu de ton parcours. Ok. Est-ce que tu peux nous dire depuis combien de temps tu écris ? J'ai commencé à écrire depuis que j'avais peut-être 14-15 ans, mais c'était des morceaux d'histoire. J'arrivais jamais à aller au bout en fait de la construction. Finalement, j'avais pas tellement de process en fait d'écriture. Et en 2016, j'ai découvert Fixia, la plateforme d'écriture en ligne. Au début, j'ai beaucoup lu dessus, et ensuite, je me suis dit un soir, j'étais hyper énervée par mon boulot, et je me suis dit, allez, c'est parti ce soir, j'écris sur Fixia. Et c'est comme ça que j'ai écrit mon premier livre, du coup, Burning Dance. Donc j'ai fait tout le concours Fixia, et suite à ça, j'ai eu la chance de pouvoir être publiée via Fixia, puis via Hugo, ensuite pour la suite de Burning Dance, et depuis, l'aventure continue. Bah, t'as bien fait de participer à ce concours. Oui. Et c'était quoi comme thème de concours ? Alors le thème c'était à sa place, donc ça laissait quand même une grande marge de manœuvre au niveau de l'inspiration, et c'est ce que j'aime en fait aussi sur Fixia, c'est que du coup en quelques mots finalement on peut aller très très loin, et c'est aussi ça la new romance je trouve, c'est que du coup c'est hyper vaste. J'avais aucune idée de là où je voulais en venir au début quand j'ai commencé à écrire Burning Dance. J'ai lâché le premier chapitre comme ça, et avec la communauté etc, les commentaires, l'histoire est née. Donc c'est vraiment grâce à Fixia déjà que j'ai réussi à aller au bout d'une histoire, donc ça c'était pour moi un grand challenge, et ça m'a appris à construire, c'est des petits chapitres, donc ça m'a appris à construire ces chapitres un petit peu dynamiques comme on retrouve en new romance. C'était vraiment une bonne expérience, que je conseille à tout le monde d'ailleurs. Et une fois le concours terminé, comment t'appréhendes le fait d'écrire toi de ton côté, et plus avec une communauté qui te suit, qui réagit aux chapitres que tu postes ? Ouais, alors j'avoue que au début ça m'a stressé, hein. Enfin, on est plusieurs auteurs dans ce cas-là, on en a souvent discuté. C'est vrai qu'au départ on se dit mais finalement c'est ce qui nous motive, parce que c'est un petit peu un deal qu'on passe avec le lecteur en disant voilà je te dépose un chapitre, t'es là pour le lire, pour l'encourager. Bon du coup je te dois un autre chapitre. Voilà, c'est un espèce de petit deal comme ça qui s'instaure entre le lecteur et l'auteur. Et c'est vrai que quand on est un petit peu coupé de ça, c'est un peu compliqué. Après, ce qui est quand même bien, c'est que la communauté de new romance, enfin de romance et même de lecteurs, elle est hyper présente même en dehors des plateformes d'écriture. Donc c'est vrai que j'ai commencé à nouer via cette communauté-là, beaucoup de liens avec les lecteurs. Et du coup, c'est assez intéressant parce qu'on a l'image de l'auteur qui va être tout seul dans son bureau, qui va écrire vraiment la lumière de sa lampe vacillante en mode je suis tout seul devant mon manuscrit. Et toi, du coup, ce que tu as préféré, c'était vraiment ce côté communauté, entraide et soutien. C'est ça. Toi, en tant qu'auteur, des fois, est-ce que tu n'es pas un peu ou pollué, ou au contraire, on t'inspire en te donnant des idées où il y a des choses que tu voulais faire mais que tu n'oses plus faire parce que tu sais que ta communauté, à ce moment-là, sur la plateforme, va peut-être pas adhérer à cette idée. Je sais pas si on peut dire que la communauté donne des idées, mais en tout cas, elle donne un petit peu la température de la façon dont je vais faire passer le message. C'est-à-dire que j'ai quand même si je sais pas forcément où mon histoire va mener, j'ai quand même une idée des messages que j'ai envie de faire passer à ce moment-là via cette histoire-là, des sujets d'actualité, des choses de la vie de tous les jours. Donc, et je pense que c'est ce qui est très important dans la new romance. Moi, c'est ce que j'aime vraiment dans ce genre-là, c'est qu'on peut vraiment aborder beaucoup de sujets, c'est ce que je disais au début. En tout cas, voilà, donner une idée, je sais pas, j'ai pas ce souvenir-là, en tout cas, dans cette expérience-là, mais par contre, oui, c'est voir un petit peu la portée que ça va avoir. Il y a un côté très humain, en fait, je trouve, dans l'écriture, et en romance aussi, hein, et c'est vrai que cet échange-là, ça nourrit tout ça, je trouve. Donc c'est vraiment ça que j'aime, en fait, dans ce principe d'écriture participative, c'est plutôt de retrouver un petit peu cette espèce de grande boucle où ça part de l'auteur, ça part au lecteur, ça revient un peu à l'auteur, puis ça repart. Enfin là, c'est vraiment quelque chose, je trouve, où il y a un partage. Et c'est vraiment moi ce que j'aime. De toute façon, j'écris beaucoup pour partager des sentiments, des blagues aussi, enfin voilà, plein de petites choses là. Et c'est vrai que je trouve que par l'écriture participative, vraiment la boucle est bouclée.
Ok. Voilà. Et ce qui est assez bizarre dans un sens, c'est qu'au début, avant d'écrire sur Fixia, personne ne savait que j'écrivais autour de moi. Donc ça paraît bizarre de se dire, on passe de quelqu'un qui n'ose pas dire qu'elle écrit, c'était même pas une question de honte, c'était vraiment quelque chose de tellement, je sais pas, personnel, tellement profond, que c'était vraiment difficile de partager ça en fait avec les personnes qui m'entouraient. Et c'est vrai que Fixia, finalement, ça m'a ouvert sur quelque chose, tout en étant quand même un petit peu encore à l'abri des regards derrière l'ordinateur. Et ça m'a appris finalement en fait, à me familiariser avec moi-même, puisque c'était une part de moi qu'il a fallu que j'assume, ça paraît un petit peu abusé comme mot, mais voilà, on se découvre au fur et à mesure. Moi, je me suis découvert dans l'écriture. Et voilà, ça me fait toujours rire quand je me dis, voilà, je suis passée vraiment de quelqu'un qui voulait pas parler de ça, qui écrivait mais presque dos à mon mari, vite, qu'est-ce que tu fais, rien. Alors que j'écrivais en plus, vraiment, par exemple, j'écrivais du fantastique à l'époque, au tout début, donc vraiment, c'était, il y avait rien de folichon. Mais et voilà, et je suis passée après à partager ces chapitres avec une grande communauté qui est la communauté de Fixia. Adam, on a dit. Adam. Adam. Parle dans le micro et dis-nous tout sur Adam. Alors, Adam n'aurait pas dû survivre à la fin du tome 2. Il devait mourir dans de tragiques circonstances. Mais je me suis reprise à temps. Enfin, à vrai dire, on m'a un petit peu obligée à me reprendre à temps après échange avec certaines de mes bêtas qui m'ont dit c'est une honte de faire une chose pareille. Donc, au final, je l'ai laissé survivre. Je le regrette un peu parce que je reçois beaucoup de messages encore maintenant me demandant pourquoi il n'y a pas de tome sur Adam. Je pense que lui laisser la vie sauve a déjà été quelque chose d'extraordinaire. La vie, l'amour. Et je pense qu'on peut s'arrêter là sur ce sujet. Non, sujet clos. Voilà. Ok, merci. Je vais m'en remettre. Ok. Alors j'ai une question par rapport justement à tous tes livres. On remarque quand même, pour les avoir pratiquement tous lus, on remarque qu'il y a une certaine inspiration, je trouve, un peu le cinéma ou les séries américaines, tu vois. Enfin, à chaque fois que je vois forcément le film ou la série Netflix, je la vois forcément américaine, quoi, avec des acteurs américains, tout ça. Est-ce que c'est fait exprès? Est-ce que c'est vraiment tes inspirations parce que t'es très série américaine? Alors c'est vrai que j'ai un grand amour pour les États-Unis. Pour vraiment toute la culture américaine. Après, c'est vrai qu'au niveau de la new romance, c'est quand même un petit peu notre berceau, quoi. Hein. Donc c'est vrai que j'ai gardé quand même cet attrait-là. C'est quelque chose que j'aime. Voilà, je sais pas expliquer comment. Quand j'ai commencé à lire de la romance, j'arrivais pas à lire des histoires qui se passaient en France. Je me sentais toujours en fait plus attirée par les histoires qui se passaient aux États-Unis parce que je sais pas, ça déclenchait quelque chose. Ça me sortait vraiment de. Te vendait du rêve. Voilà. Oui, c'est le rêve américain. C'est vrai que c'est un peu le principe. Alors je trouve quand même que maintenant ça s'est nettement atténué parce qu'on a quand même énormément d'auteurs françaises qui du coup écrivent beaucoup en France. Donc c'est vrai que du coup ça, maintenant il y a vraiment un mélange, si je puis dire, de ces deux genres qui sont les mêmes, mais avec quand même quelques codes un petit peu différents. Il y a quand même, je trouve qu'on a au niveau de une poésie peut-être un peu plus à la française. Mais c'est vrai que moi j'ai toujours tendance quand même à vraiment projeter mes histoires sur les États-Unis. Après c'est vrai qu'on est en même temps bercé de choses américaines, faut dire ce qui est. Voilà, moi c'est pas quelque chose c'est quelque chose qu'on pourrait me reprocher au final, mais moi c'est quelque chose que j'assume vraiment complètement parce que j'aime ça, je me sens bien là-dedans et après tout écrire c'est aussi se faire plaisir. Enfin voilà, moi ce que j'aime dans l'écriture c'est avant tout en fait ce que je ressens en fait quand je crée cette histoire. Enfin moi j'ai l'impression que j'existe plus à ce moment-là, que c'est vraiment les personnages qui prennent le pas et voilà, c'est dans un contexte américain, c'est vrai. Après, j'aime beaucoup les séries et je pense que j'essaie toujours d'écrire finalement presque une série dans le sens où j'essaie de faire quelque chose de visuel, où quand je lis, en fait, j'ai l'impression de voir presque de voir les images en fait défiler sous mes yeux. Donc c'est vrai que souvent, je vais être peut-être un peu plus lente pour écrire mes chapitres parce que faut vraiment que dans le moindre détail, en fait, je visualise la scène réellement et je pose les mots dessus en fait en arrière-plan. Enfin, c'est assez bizarre en expliquant comme ça, mais voilà, c'est vraiment cette démarche-là, mais voilà, Gigi. J'adore. Et quel conseil tu pourrais donner aux jeunes auteurs qui se lancent, qui veulent se lancer dans l'écriture? Alors, il y a un paquet de conseils qu'on peut donner, mais je trouve que le plus important, déjà, c'est de se faire confiance. Parce que quand on a envie d'écrire, ça doit être notre premier moteur.
Voilà. Avant de se demander qu'est-ce qu'on va écrire, est-ce qu'on va écrire aussi bien que telle personne, est-ce que ça va marcher, c'est déjà, est-ce que j'ai envie d'écrire, pourquoi j'ai envie d'écrire, ça peut être bien de le savoir aussi, mais voilà, se faire confiance, et ensuite se lancer. Alors il y a différentes façons de se lancer, comme moi par exemple mon parcours où j'ai eu besoin de passer d'abord par la case Fixia, écriture en ligne, où du coup il y a encore on est caché encore finalement derrière son ordinateur, ça permet vraiment de tâter un peu le terrain et de voir avec les conseils en fait que donnent aussi les lecteurs quand c'est comme ça peut être super sympa, les communautés, enfin je trouve qu'il y a vraiment une grande bienveillance même chez les auteurs, hein. Moi c'est vrai que des fois je pose des questions à d'autres auteurs, voilà, et je sais que je reçois aussi des questions de lecteurs qui aimeraient écrire, donc voilà, je trouve qu'il y a quand même quelque chose qui circule, donc ça peut être pas mal au fait aussi de poser des questions, voilà, quand vous rencontrez un auteur ou dans des groupes, etc., voir un petit peu, pas rester finalement avec des idées qu'on peut avoir ou des craintes, voilà, parce qu'au final on se rend compte qu'on passe souvent par les auteurs, par les... Alors même si on a un parcours différent, en fait, il y a toujours un moment donné où il y a des étapes qu'on rencontre nous aussi, donc voilà, vraiment discuter. Et après, d'un point de vue vraiment, alors je vais dire technique, parce qu'il n'y a pas de technique pour écrire un livre, ça peut être pas mal, par exemple, déjà de poser sur une feuille, tu vois, les scènes clés, parce qu'on a toujours des scènes clés à un moment donné quand on commence l'écriture d'un livre. On sait qu'on va les mettre quelque part, on ne sait pas encore où, on ne sait pas dans quel contexte, mais ces scènes-là, elles sont hyper importantes. Donc je dis pas forcément de les écrire entièrement d'un coup, mais déjà, voilà, tu les poses et tu commences un petit peu à construire. Alors, moi, je fais un tableau Excel, par exemple, tout simplement. Je sais qu'il y a des filles, elles ont des post-it. Gaïa, je sais qu'elle elle met des post-it sur son mur et elle travaille comme ça. Voilà, il y a plein de... Il n'y a pas de bonne recette, en fait. C'est vraiment, il faut le faire encore une fois au feeling. De toute façon, l'écriture, c'est du feeling... et puis c'est tout. Mais voilà, il y a des petites choses comme ça, des petits outils que tu peux mettre en place pour organiser sa trame. Après, regarde-moi, Burning Dance, je l'ai écrit, j'avais aucune trame, je me suis lancée. Ça, c'est vraiment en fait propre à chacun à un moment donné, et puis par rapport à l'histoire aussi qui va t'inspirer d'une certaine façon. On sait bien en plus que l'histoire, des fois, elle t'emmène dans un endroit où tu t'attendais pas du tout à aller. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle a des post-it, je crois. Ah, elle vient mettre ses post-it. Ah non, ok. Il va falloir la nourrir à un moment donné parce que... Ça ne colle pas. Je pense il faut retourner dans ta cage. Il faut écrire là. T'as pas de l'eau bénite? L'autopromo, ce sera plus tard. Incognito. Voilà. T'es bon, t'es contente? Va écrire. Voilà, donc oui, il y a plein de petits, de petits outils que tu peux mettre en place. Mais voilà, en tout cas, voilà. Karma. Voilà, en tout cas, voilà, vraiment se faire confiance. Beaucoup lire aussi. Oui, toi, tu lis beaucoup. Ouais, moi, c'est vrai que je lis beaucoup. Alors, je lis beaucoup de romances aussi bien contemporaines que fantastique. Voilà. Donc c'est vrai que, alors des fois quand je lis trop de fantastique, du coup j'ai envie d'en écrire. Donc du coup je me dis bon là on met un petit peu le fantastique de côté, on repart dans le contemporain parce que sinon. Ça tombe bien, on a une collection Stardust, tu pourrais peut-être. Ouais, c'est vrai que c'est. En fait à la base moi j'aimais vraiment que la romance fantastique. Quand j'ai découvert la romance, j'avais beaucoup de mal en fait à rentrer dans une histoire contemporaine. J'avais besoin de trucs de fou pour sortir un peu du quotidien. Donc c'est vrai que c'était vraiment le fantastique à fond parce qu'en plus je trouve qu'on peut faire plein de trucs avec fantastique. Le gars Adam peut mourir, il peut revivre, il peut remourir. Voilà, c'est un truc de fou, quoi. Tu vois, j'aurais dû faire un petit côté fantastique dans le campus, tu vois. Peut-être que le campus, tu vois, sur Adam, si un jour il existe. Elle l'a presque dit. Voilà. Peut-être qu'il sera fantastique, tu vois. Le gars, tu vois, tous les soirs il meurt, tu vois. Comme ça, toutes ces fois où j'ai envie de le buter, tu vois, à chaque chapitre, tu vois, je pourrais le buter, le gars, il sera revivant le lendemain, mais c'est pas grave, tu vois. C'est Kenny dans South Park. J'étais pas née. Clémenteuse, elle est beaucoup plus vieille que moi. Normalement, les auteurs, ils aiment pas trop tuer leur personnage, et toi, on dirait que... J'adore. Non, alors c'est pas que j'adore, en fait, c'est que... Mais je pense que tous les auteurs, c'est pareil. Quand tu dépasses le chapitre 18, en général, tu peux plus blairer tes personnages, en fait. Et tu te mets à imaginer, en fait, des fins tragiques, parce que c'est ce qui t'aide, finalement, en fait, à voir le bout de l'histoire, tu vois. C'est... Après, voilà, ça n'a rien d'une pathologie, hein. Dans Fan Squad... Quelle est la star qui t'a inspiré, tu vois? Et quand tu l'as écrit, est-ce qu'il y a une célébrité qui t'a inspiré pour... Je sais pas trop. En fait, ça change souvent. Encore une fois, entre l'idée, c'est ce que je disais tout à l'heure, entre l'idée que je me faisais au début, tu vois, de cette histoire et le rendu, au début, j'étais à fond, je me dis, ouais, ça va être un groupe style Linkin Park. Moi, je suis à fond de Chester Bennington. Mais voilà, donc je m'étais dit, ouais, je veux vraiment un gars comme ça. Je l'avais imaginé comme ça. Et au final... Ah non, en fait, il est Hoxton Briggs, quoi. Je saurais même pas te dire, en fait, finalement, à qui... Tu vois, il a pris une identité, il a pris
une représentation dans mon esprit. Ouais. Donc, en final, il se rapproche même pas de quelqu'un de particulier, tu vois. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Mais bien sûr, Célia, je le peux. Merci. Puis-je? Allez-y, tenez. Alors, Fan Squad, comme je disais tout à l'heure, c'est un trope que j'adore. La fan et son idole. Sauf que là, du coup, Elvis, en fait, donc Elvis, c'est une fille, hein, bien entendu. J'ai toujours des petits trucs avec mes prénoms. Elle est community manager. Voilà. Je ne dirais pas d'où me vient l'inspiration. Voilà, donc elle est community manager et elle se retrouve en fait à devoir bosser pour un groupe de musique qu'elle adore depuis qu'elle est gamine. Sauf que Elvis, elle a pas envie en fait de travailler pour eux parce qu'elle, voilà, elle a beau être fan absolue, elle aime bien voilà le petit fantasme qu'elle a créé autour de ce groupe et de son chanteur, hein, bien entendu, surtout. Donc quand du coup elle arrive au boulot et qu'on lui dit dans la salle de réunion, gars, il y a les Unfool qui sont là. Il faut que tu rentres dedans. Elle a pas envie. Hein. Elle a pas envie. Elle se dit non, moi j'ai des trucs à faire de fou là. Je m'en vais. Bon, forcément, hein, tu fais pas ce que tu veux quand tu bosses. Hein. Donc elle se retrouve, bien entendu, à être prise en tant que community manager du leader de Unfool, donc Hoxton Briggs, qui doit un petit peu, il a pas de compte Insta, enfin il a rien. Voilà, il a des idées au niveau de sa carrière, etc. Donc il a besoin. Il n'a pas forcément envie, mais il a besoin, en tout cas, voilà, on lui dit « Tu as besoin d'une community manager, c'est important ». Et donc, il se retrouve à devoir être suivi par Elvis, qui, elle, n'a pas envie de le suivre, et Hoxton n'a pas envie d'être suivi, donc ça fait des scènes assez cocasses. Voilà, donc du coup, c'est vraiment voilà, cette relation entre les deux, où du coup, Elvis, qui a une idée bien précise de qui est Hoxton, et qui va se rendre compte assez rapidement qu'en fait, il a absolument rien à voir avec son doux fantasme, et que c'était bien pour ça qu'elle voulait pas travailler pour lui. Donc voilà, donc du coup il y a tout un peu voilà ce bouleversement en elle en fait de celui qu'elle pensait qu'il était, celui qu'il est vraiment, et qui bref voilà, hein, je vous laisse deviner de fil en aiguille, mais voilà. Bien, merci Squeal d'être venu dans notre émission News Romance, dans notre épisode 4. On était ravis de pouvoir discuter avec toi d'écriture et de parler notamment de ton nouveau livre, Fan Squad, qui sortira le 19 mai. Ouais, mais je me rends compte, toi, tu me dis épisode 4, comme le tome 4 sur Adam qui n'existera jamais en fait. Sur ce, bonne journée. Au revoir. Bye. D'ailleurs, récupère Gaïa. Hein. Avec le printemps, on sent que c'est le retour aussi des dédicaces, puisque déjà, les semaines précédentes, il y avait les dédicaces de Scarlett Sinclair, ainsi que de Morgane Moncomble et de Delinda Dane. Qu'en est-il du reste ? Et oui, la saison reprend. Le 4 juin, vous pourrez retrouver Margie No Name à l'espace culturel Leclerc Saint-Amand-des-Eaux, près de Lille. D'autres dates sont à venir. Et une nouvelle fois, Gigi est allée fouiller les réseaux sociaux pour dénicher vos plus belles photos. Et voici les coups de cœur. Et c'est la fin de notre émission, c'était l'épisode 4 de News Romance. On espère que ça vous a plu et on vous dit au mois prochain. Bon, c'était pas mal, hein. Ouais, c'était cool. Franchement, je trouve qu'on s'en est bien sorti. Ouais. Non, ça se trouve, elle est vraiment... c'était hyper intéressant. Vraiment, c'était hyper intéressant. Bon, après, il y a Gaïa qui a tendance à venir un peu. Il faut fermer la porte, hein. À chaque fois, il faut qu'elle écrive, sinon ça marche pas. Ouais. Ah non, je suis venue comme ça, en balade. Hein. Puis, c'était en train de faire un tournage, tranquille. Non, je te jure, ils m'ont pas appelé. Ouais. Ouais. Non, non, je suis pas vénère, je suis pas comme ça, hein, je prends mes livres, puis, oui. Hein? Ah, attends, excuse-moi. Attends, j'ai un double appel. Ouais, je te rappelle, bisous. Allô Marine, ça va? Oui, et toi? Oui, très bien, écoute. Bah super, moi je suis chez moi là. Ah, pour l'émission avec Gigi et Célia? Ah ouais, je veux bien, ouais. Ouais, ah bah c'est cool. Ah, ils l'ont fait avec Squeal. Ah ouais. Ah, c'est bien. Ah ouais, et ça va, elle a kiffé? Tu sais pas, ils ont pas fini. Ah ok, d'accord. Ok, ça marche. Bon bah super. Bon bah ouais, vas-y, c'est go pour moi. Je te fais des bisous. Ok, salut.